Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 mars 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Comme d'habitude, deux parties, une partie actualité qui va être assez dense et une partie technique dans laquelle on a quand même pas mal de choses qui sont en train de se structurer et peut-être une petite frayeur qu'on risque de se faire, en tout cas sur la macroéconomie, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, si vous voulez me soutenir, si vous aimez mon contenu, c'est tout simple, c'est gratuit. Likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide la chaîne à se faire connaître, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite l'actualité avec pas mal de choses. La première, c'est que nous avons potentiellement ici 2 trillions de dollars qui pourraient être injectés sous forme de prêts au niveau du système bancaire. C'est le même principe que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire que la Fed va faire un prêt bancaire en prenant au collatéral les actions et les stocks et globalement les bonds qui sont à dispo dans les banques pour pouvoir leur prêter la liquidité. Alors il faut comprendre exactement ce que ça veut dire en termes d'injection de liquidité. Ça veut dire que actuellement on est en train de retirer une pression vendeuse sur l'ensemble des éléments qui pouvaient être financés, ça veut dire que c'était des éléments qui sont rentrés directement sous forme de capital, qui sont rentrés directement sous forme de valeur, d'assets, et là actuellement on retire la pression vendeuse qui est liée à la volumétrie de ces assets-là. C'est-à-dire qu'on retire la notion de market to market. Ça veut dire que derrière, quelque chose qui est valorisé peut-être 200 millions de dollars, qui une fois vendu pouvait faire 150 millions, parce que tout simplement il y avait une partie qui était due à la diminution du prix, à l'absorption de la vente, qui est totalement supprimée, qui n'existe plus. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, c'est le même principe que si votre valeur market, elle est de 100 millions, bah je te prête 100 millions. Si demain elle vaut 80, bon bah je t'ai déjà prêté 100 millions, c'est pas grave. Et donc, la notion de vente n'existe plus. Et c'est très très important de le prendre en considération. Et quand on parle d'injection de liquidité, là c'est plus l'injection de liquidité dans l'économie, mais c'est dans le système bancaire. Ça sous-entend aussi que par exemple, les banques peuvent rendre l'argent directement, donc c'est rendre les liquidités aux emprunteurs, enfin aux dépositaires, et derrière garder la possibilité de pouvoir générer des filles avec une politique de zéro vente. Et ça c'est très très important de le retenir parce que je pense qu'on va avoir un impact très très fort dans les années à venir, ou en tout cas les mois à venir, c'est sûr. Année, ça va dépendre de combien de temps ça va durer. La grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va être suffisant? Ça, c'est la grande question qu'on se pose, et on voit principalement le CEO de BlackRock, donc pour rappel, 10 trillions d'assets en gestion chez BlackRock, c'est quand même The Big Giant, qui nous explique que tout simplement il va y avoir un certain nombre de banques qui vont faire défaut suite à la SVB, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir avec la First Republic Bank, qui est en train de se dire que potentiellement ça va pas bien se faire, et qui cherche justement à vendre. Très important, ça veut dire que même cette banque-là, malgré la schématique qui est en train d'être mise en place par la Fed, est en train de vendre. Parce qu'il faut bien le prendre en considération, que le bank run a commencé avant. Ce bank run a commencé avant, donc il y a une grosse partie des banques qui n'ont pas encore déclaré qu'ils ont vendu à perte, mais qui ont certainement déjà des grosses pertes et qui ne sont pas en capacité de pouvoir prendre le prêt de la Fed. Donc on risque d'avoir d'autres banques comme ça. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, First Republic Bank, c'est quoi? C'est à peu près 180 milliards d'assets. La SVB c'était 200, 250, donc c'est un petit peu plus en dessous, mais ça reste quand même très 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 grosse banque, et il faut vraiment le prendre en considération dans l'évolution, parce que ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, on voit notamment la banque suisse, Crédit Suisse, qui est déjà dans le mal depuis plusieurs années, ça on le sait, et a priori ça pourrait être justement l'élément fatal à tel point qu'ils sont en train de chercher des capitaux, mais pas que, ils sont en train surtout de demander, c'est arrivé ce matin, à la Suisse, donc tout simplement directement à la Banque Centrale Suisse, 50 milliards de dollars pour pouvoir éponger leurs dettes et pouvoir repartir sous une forme de bank run. Je pense que ce sera certainement fait, il y a à aucun moment en fait que Crédit Suisse tombera, et il est même possible de voir une nationalisation qui arrive, et c'est un petit peu ce que je pense qu'on risque de voir, soit partiel, soit total au niveau de Crédit Suisse. Il faut bien aussi comprendre que les banques en dehors des US ne sont pas protégées par le filet de sécurité de la Fed, D'accord? Donc là-dessus, si jamais on a des défauts liés tout simplement à une répercussion systémique, à ce moment-là, est-ce qu'on va être capable de l'assumer, notamment en Europe,
ou en Suisse sur la chute de certaines banques. Et là, ça va pas être la même histoire et ça risque d'être beaucoup plus violent et il faut vraiment le garder en tête, très important. À côté, il y a une petite blagounette qui a été effectuée dans lequel on a un camion marqué Be Your Own Bank avec Bitcoin. On rappelle, not your key, not your coin. Bitcoin permet de faire ça et c'est justement la petite appel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Powell qui est ici, dans ce petit montage. Et à côté, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se faire avec notamment Signature Bank qui a été fermée, on le rappelle, et qui était donc une banque pro-crypto, et le repreneur doit être d'accord de ne plus toucher à la crypto, et en tout cas à toutes les entreprises liées à la crypto. Là-dessus, on commence à avoir un message qui commence vraiment à être très fort, hein. Je veux dire, il est même plus dissimulé, surtout quand on regarde un petit peu que on a le lancement de FedNow, qui est un système de paiement instantané qui a été prévu et planifié en 2019 pour lancer en 2023. Bon, comme, je veux dire, voilà, il y a quand même tout qui commence à arriver et qui nous dit que on est en train de, en tout cas les États-Unis sont en train de mettre un frein et un appui très très fort sur la crypto-monnaie pour pouvoir faire passer d'autres choses. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir aussi avec la SEC qui attaque de toute façon le proof of stake avec principalement une discussion mercredi, donc hier, toutes les proof of stake pourraient être des securities. En fait, la défense est la suivante, c'est que à partir du moment où on rajoute des tokens, qu'on gagne des nouveaux, ça sous-entend qu'on place de l'argent et on gagne un rendement. Et donc forcément, c'est une securities. Il n'y a pas de notion de travail, il n'y a pas de notion d'investissement, donc il n'y a pas de notion de commodities. Et là-dessus, c'est quelque chose qui risque d'être très compliqué. C'est pour ça qu'il y a une pression très très forte sur, par exemple, KuCoin actuellement sur le stacking d'Ethereum. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas chercher Coinbase, d'accord, qui a beaucoup plus de moyens que KuCoin. Et le but, surtout que quand on comprend un petit peu la justice US, c'est que ça fonctionne beaucoup avec des jurisprudences. Le but étant de faire valider cet élément avec KuCoin pour ensuite, je pense, le leverager sur Coinbase et les autres acteurs. Donc là, il va falloir faire très attention au niveau des USA. On se retrouve sur une schématique qui est totalement différente de celle d'il y a à peu près 1 an et demi, où on était quand même sur une démarche qui était pro-crypto, et là on se retrouve sur un retournement de situation où on est contre crypto et on veut imposer un certain nombre de choses. Est-ce que c'est pour faire passer un framework particulier qui sera légèrement plus lâche, c'est-à-dire qu'on serre très fort la vis et on fait « Ah bah non, regardez, le framework il est quand même bien mieux que ce qu'on était en train de faire », de façon à pouvoir le faire passer très très facilement et très simplement. On rappelle qu'on a beaucoup de détenteurs de crypto aux USA, et donc forcément, ça grincera des dents. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la SEC est en train de s'attaquer à un certain nombre de choses alors qu'ils n'ont pas encore terminé de gérer leur procès avec Ripple et qui sont quand même loin, très loin de l'avoir gagné. On continue dans les nouvelles et on retourne dans la partie crypto classique. On a notamment Phantom qui lance sa plateforme et qui donne des informations sur la répartition des fees. Pour rappel, c'est une plateforme qui donne 15% des gas fees qu'une plateforme récupère, donc donne, et les redonne tout simplement à cette plateforme-là. Par exemple, SpookySwap, dans cet exemple, a généré 39 000 Phantom de fees, et ils ont la possibilité de récupérer 9 000 Phantom dessus sous une forme de rétribution. C'est un moyen de rémunérer les développeurs en créant tout simplement des applications sur Phantom, ce qui est intéressant pour les détenteurs d'applications et pour les développeurs, pour les pousser, justement les incentiver à construire dessus. C'est un grand constant, en fait, tout simplement, et c'est vraiment important, et je trouve que c'est une très bonne idée, et qui devrait être utilisée par l'ensemble des autres blockchains. À côté, nous avons Epic Games qui nous annonce qu'ils vont sortir une 20aine de jeux crypto, donc ça montre que à côté, au niveau des US, on tape, mais la crypto fait son petit bout de chemin, doucement et tendrement, et tellement doucement que nous avons Fidelity qui lance son produit qui permet d'exposer au Bitcoin et à l'Ether au moment où il y a une confrontation réelle avec la SEC, donc doucement, on avance, mais il faut comprendre que là on est dans une forme de jeu de pouvoir, dans lequel on essaie de faire mettre une pression forte pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses, et je pense qu'on va avoir, dans les mois qui viennent, un certain nombre d'informations qui vont expliquer tout ce qui est en train de se passer. Au niveau news fondamentales, nous avons aujourd'hui les inscriptions au chômage, et nous avons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, très important, dans lequel il va falloir surveiller. L'autre élément, c'est qu'à 14h15, nous avons la BCE, qui va donner, globalement, ses taux, on sait que ça va monter,
On sait que potentiellement ça risque de monter de 0,5 comme d'habitude pour passer à 3,5, et ensuite ça va être vendredi l'IPC Core. Vendredi ça risque d'être relativement flat, à moins qu'on ait vraiment un gros changement au niveau de l'IPC, mais je ne pense pas, hein. De base, même l'Europe impacte assez peu le marché US et le marché crypto, mais ça n'empêche qu'on le gardera quand même en tête au cas où. On a terminé sur la partie nouvelle, et on va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment 1 an et demi maintenant, et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus, qui est le deuxième en termes de volume, et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion, et de l'investissement en crypto, dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique, on a la possibilité d'acheter, ils ont des options aussi, il y a toute la partie DEX qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée, on a bien évidemment les grid bots et les bots de trading, avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme qui est très bien fait, je vous ai fait des vidéos dessus. On va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés. Donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est gérée en plus à travers le BIT, donc son token, qui est le token lié à la DAO de Bybit. Donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 $ à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite. Partie technique qui commence par notre rappel habituel de là où nous nous trouvons. Nous sommes toujours dans cette fin de schématique de vague d'impulsion héliotiste. Nous sommes toujours en dessous du 618 de retracement total du mouvement du BTC, donc dans une zone de DCA, Dollar Cost Average, si on veut lisser son prix d'entrée et qu'on est intéressé par cet actif. Actuellement, nous avons fait une énorme bougie en weekly qui a justement pris cette zone-là, donc qui a pris l'AR. Oui, mais nous n'avons pas clôturé au-dessus en weekly. Ce que l'on va chercher vraiment, c'est une clôture au-dessus sur le CME du 25 280. Globalement, ça va jouer aujourd'hui et demain. On va escompter une rupture justement du cours pour pouvoir consolider au-dessus. Là-dessus, on aura un très fort signal haussier, d'accord? Ce sera une rupture justement de cette chute-là dans lequel on aura en weekly une cassure weekly justement de trend pour pouvoir consolider, et là c'est exactement ce que l'on veut, et là ça veut dire que ce sera excessivement bullish et ce sera joué par beaucoup de monde, et ça je peux vous le dire, ce sera injecté fortement. D'autre part, ça voudrait dire qu'on aurait la capacité de pouvoir sur Ichimoku consolider dans cette zone au niveau du Kumo pour pouvoir pousser à la hausse et récupérer ici ce gap que l'on attend déjà depuis un certain temps. Par contre, on voit qu'on a déjà ravalé une grosse partie de la bougie, et on va avancer un petit peu par rapport à ça, et vous allez voir que ça s'est fait en deux temps. Dans la première, on a eu la première accélération avec prise de liquidité et retracement dans la même journée, et ensuite on a eu une consolidation principalement hier, ce qui est logique vu le mouvement très fort que l'on a eu, et ensuite on se retrouve aujourd'hui dans une deuxième forme de consolidation. Je vous rappelle simplement que nous sommes toujours dans une accumulation week-off, SC, AR, ST, STB, d'accord, donc on a la prise de liquidité, l'accélération haussière, la prise de liquidité de l'AR, donc on est dans une accumulation forte, la probabilité de spring est en train de diminuer, et là ce que l'on attendrait réellement pour une validation pure, ce serait une rupture avec une consolidation au-dessus, avant d'avoir un retest et avant de pouvoir repartir à la hausse. Si on regarde en une heure, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a pas mal de choses, hein. On voit qu'on est vraiment en train de structurer de deux façons. Première, c'est qu'on avait vraiment ici ce premier cycle ici dans lequel on a eu une augmentation classique, accélération, prise de liquidité, on est revenu tout de suite au niveau inférieur, on reconsolide, on rebreak baissier. Ici ce break baissier me fait penser très fortement au break baissier que l'on a pu trouver en amont d'une accélération haussière. C'est un petit peu ce que j'ai pu voir ici dans lequel on a une pattern, cassure et retracement, chose qu'on a, hop, si je retire ça et qu'on retourne un petit peu dans le passé, sur des choses ici pareil, on a bien la pattern, cassure et accélération. Donc on a quand même des fois, régulièrement même, je pourrais dire, ces patterns qui reviennent, et donc il faut les garder en tête. Et là c'est intéressant de voir un petit peu l'order flow. Qu'est-ce qu'on voit dans l'order flow? On voit que on a une incertitude sur la totalité des comptes, ici, ok, Binance, bon, c'est classique. On a par contre une explosion des positions des top traders. Vraiment une explosion des positions des top traders. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'explosion a continué. C'est-à-dire si on regarde ici, on a bien une rupture. Cette rupture qui se trouve là, ça s'est fait au moment du top.
Ok, donc ça veut dire que on n'a pas eu de prise de profit qui s'est effectuée suite à ce top. On a eu une consolidation durant toute cette chute-là. Donc ça veut dire que là, les top traders sont en train de jouer quoi? Ils sont en train de jouer un rebond potentiel pour aller chercher plus haut. C'est exactement ce qui est en train de se montrer. Et on voit à côté un spot qui est flat, et on voit un perp qui est flat. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas dans une chute. D'accord? Alors que potentiellement on avait vraiment chuté. Là, on n'a pas de chute structurelle. Donc ça veut dire que potentiellement on est vraiment en train de rejouer un rebond technique pour réaccélérer ici à la hausse. Alors, la question que je me pose par rapport à ça, elle est, est-ce que oui ou non on va repartir d'ici? Est-ce qu'on n'irait pas retester, pourquoi pas, dans cette zone-là pour repartir ici? Qui serait plus en fait la schématique que j'ai en tête. C'est-à-dire que on a quand même une zone ici très très forte de maintien, on a ici une résistance support, résistance qui a joué son rôle plusieurs fois et qui est très forte, donc pourquoi on n'irait pas retracer, pourquoi pas un peu plus bas? Surtout que si on regarde au niveau du cours, vous allez voir que si on regarde au niveau du cours et qu'on trace un Fibo de retracement sur ce mouvement, on aurait donc là le 382 de retest, donc on aurait ici une consolidation sur le 382 pour pouvoir le faire si jamais on partait maintenant. Hop, on va reprendre ça, si on partait maintenant, on pourrait consolider là, et repartir, on valide le 382 de retracement, et puis on y va. Ok, mais si jamais on veut faire un retracement plus profond, on a le 0,5 et 618 qui sont pile poil dans cette zone-là. D'accord? Pile poil dans cette zone-là. La question, elle est, est-ce qu'on aura la capacité de pouvoir appuyer suffisamment fort pour redescendre? Là-dessus, au niveau du DOM, du Deep Off Market ou du carnet d'ordre, en fonction de comment vous l'appelez, on est en train de le regarder, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même qu'il y a toute une série d'ordres qui sont en train de se faire, qui sont en BTC, d'accord, 121, 121, 156, on a quand même une tripotée sur toutes ces zones-là, et qui correspond à quoi? Jusqu'à quelle zone? Jusqu'à notre zone de résistance, d'accord, dans lequel on a ici vraiment un gros bloc sur l'ensemble de cette imbalance. C'est-à-dire qu'on considère que potentiellement, on peut aller chercher toute cette imbalance, et ce sera une zone de rechargement pour les personnes qui achètent justement cette partie-là. Ce qui est très intéressant, c'est que les ordres ont été lancés à partir du moment où la bougie a été ravalée, et qu'on a eu cette bougie-là. Ça veut dire qu'on considère que là, on est potentiellement dans un rebond, pour pouvoir s'enfoncer et récupérer une partie des ordres. Et je ne pense pas que ce soit ciblé, je pense que c'est martelé, tout simplement, pour pouvoir et étaler, pour pouvoir essayer de lisser au maximum le PMA et pouvoir valider une entrée sur BTC ou un renforcement de position sur BTC. Alors, du coup, quand on parle de renforcement de position, très intéressant de le prendre en considération, parce que là, on va prendre un petit peu de recul, on va retourner, hop, ici, pour pouvoir prendre un petit peu de recul dans ce renforcement. Pourquoi renforcer sur un cours qui, du coup, irait retester, hop, on refait, irait retester cette zone-là, pouvoir repartir et repartir à la hausse. Pourquoi on irait renforcer sur ces zones-là? Parce que tout simplement, on a bien une schématique ici, dans lequel on aurait une continuité haussière. La personne est en train, clairement, de se dire que, ici, on va ravaler une partie d'imbalance, on va rejouer ici ce niveau très très fort des 21-22, d'accord? On sait que c'est vraiment très fort, on sait qu'on a en fait la capacité de faire un rebond vraiment structurel au niveau de cette zone-là, et dans lequel on va structurer, hop, et on peut repartir. C'est ce que la personne est en train de jouer. Est-ce que c'est ce que je suis en train de jouer? Actuellement, je me dis que oui, on peut aller chercher du long ici. Quand je vois les positions des top traders qui sont en train de se faire, je me dis que ça me pourrait être tout à fait logique si jamais on n'a pas de purge fondamentale qui arrive. Là-dessus, c'est le grosse problématique, c'est-à-dire qu'on a un setup dans lequel on n'a pas encore break réellement, on n'a pas consolidé la R, donc on n'a pas ici une consolidation avec un pullback pour repartir, donc jouer le pullback, on va pas le faire maintenant, clairement, d'accord? Ici, on est dans une forme dans laquelle on a pris de la liquidité, donc on pourrait très bien avoir un psy, justement, comme je vous ai donné, un BC, AR, ST, SO, UT, d'accord, peut-être on pourrait avoir un UTAD, mais l'UTAD n'est pas obligatoire, et donc on pourrait dans une distribution et chuter. À savoir que, derrière, on a aussi beaucoup de personnes qui sont en train de jouer. Quoi? Sont en train de jouer, la cassure baissière pour aller appuyer plus bas. D'accord? À jouer plus bas, dans le sens où on joue un range, on est ici top de range, top de range, top de range, ici on a retracé un peu plus de la moitié, ok, là on va jouer le retracement bas du bas de range. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se placer comme ça. Donc on a vraiment une forme de confrontation structurelle. Ici, on n'est pas dans une période de tendance, on est dans une période de ranging, on est dans une période d'incertitude, et c'est toujours ce qui est compliqué à pouvoir lire, parce qu'on va toujours essayer de chercher une tendance, alors que pas forcément il y en a. Il faut savoir aussi prendre un petit peu de recul. Alors on va terminer sur la partie BTC, on va regarder la partie macro, dans lequel on voit que hier on a eu un
très beau rebond structurel ici au niveau du DXY, retesté, donc là on est vraiment dans une pattern en plus qui est vraiment parfaite, dans lequel on est dans un retest bearish, donc en train de se faire pour une continuité baissière avec une chute du DXY. Donc c'est un petit peu là avoir une continuité comme ça qui pourrait se faire pour retester cette zone là, et là il faudra voir est-ce que oui on part à l'hausse pour retester plus haut, ou est-ce que vraiment on casse baissier. Si on casse baissier c'est plutôt positif, si on va rechercher plus haut, on ira chercher les 109, ça n'a pas changé au niveau de notre stratégie. Sur le Nasdaq, on a eu une journée qui était un peu folle hier, où on a eu quand même une grosse partie de cassure baissière qui a été ravalée pour reclôturer au-dessus, mais on n'a toujours pas fait le plus haut ici, donc on est, je pense, encore une fois, dans une possibilité de retest baissier, au vu de ce qui est en train de se passer sur le marché US, dans lequel on risque d'avoir des défauts de banque qui vont arriver au fur et à mesure, on risque d'avoir une pression très forte qui va se faire au niveau du Nasdaq. SP500, on voit que ça a été déjà beaucoup plus marqué, dans lequel on a les valeurs financières qui prennent un gros coup, et dans lequel forcément ça tire très fort vers le bas. À partir du moment où cette partie financière de crise de liquidité sera réglée, je pense qu'on aura une réaccélération et une compensation du SPX qui sera assez forte, et je pense qu'on aura quelque chose qui performera énormément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup un marché US qui est plutôt stable, on va dire, malgré ce qui est en train de se passer, on est plutôt dans une forme de stabilisation, hein, ici et ici, alors qu'on a un CAC 40 qui est en train de baisser fortement, ou en train de casser en même temps. C'est logique vu qu'on a fait déjà des nouveaux ATH il y a pas longtemps et qu'on est sur une forme de surperformance, et il faut prendre en considération que le CAC 40 aussi est impacté par la crise financière comme toute l'Europe. Ça commence aux États-Unis, on va avoir des répercussions qui vont arriver en Europe. Est-ce que la réaction de la Fed va être suffisante? Clairement, le marché est incertain, on le voit ici, au niveau de la différence des bonds 10 ans et 2 ans, au niveau du yielding, comme d'habitude très important pour déterminer ce que le marché voit, oui ou non, en forme de récession et dans quelle temporalité. Si les 2 ans sont plus rentables, ça veut dire qu'il y a plus de risques, donc ça veut dire que la récession et le risque porté par ce qui est en train de se passer est plus dans une forme court terme que long terme, et là on voit qu'on est dans une forme ici de consolidation au niveau du cours. Donc le marché est en train de se poser la question, est-ce que oui ou non la Fed fait suffisamment, est-ce que oui ou non l'impact du prêt de liquidité est suffisante, et est-ce que ça va impacter oui ou non l'économie, est-ce que ça va impacter l'inflation sur le court, moyen, long terme. C'est des questions que là actuellement le marché est en train de se poser et qu'on n'a pas encore la réponse. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.